Bienvenue sur Moodstep. Vous êtes sur le point d'écouter une conversation avec Isa Padovani sur la thématique de l'ombre. Cet entretien fait partie d'une série de 5 vidéos qui a pour but de nous donner différents éclairages sur ces parties de nous-mêmes que nous rejetons et qui, accueillies, pourraient bien changer le monde, ou tout au moins notre monde. Ce n'est pas un sujet sexy et pourtant c'est un champ d'exploration qui recèle des trésors. Alors si vous aussi vous y voyez le potentiel que j'y perçois, un petit pouce bleu ou un partage en commentaire permettra de mettre en lumière ce sujet qui mérite, je le crois, toute notre attention. C'est parti, retrouvons Isa. Bonjour Isa. Et bonjour Yana, ravie d'être avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à mon appel sur ma petite enquête. Je fais une enquête sur un aspect qui m'a paru essentiel en 2020, en tout cas dans ma vie personnelle, donc à titre individuel. Et tout d'un coup, en m'intéressant à ce sujet, j'ai commencé à le voir un peu partout dans la société. Et ce sujet, c'est l'ombre. Donc j'ai décidé pour apprendre et pour réussir à mieux dessiner les contours de ce qu'était cette ombre, bien que je pense que chaque personne à qui je vais demander a des contours différents, et c'est ça qui est intéressant aussi. J'ai décidé d'aller retrouver 4 personnes que j'avais déjà interviewées pour avoir un peu leur input, c'est un mot anglais, mais qui me donne un peu des clés pour moi-même et pour les gens qui écoutent, pouvoir eux aussi dessiner un peu mieux les contours de cette ombre. Donc merci d'avoir répondu présent, et je te propose tout de suite est-ce que toi déjà c'est un concept que tu utilises, je sais qu'il a été développé par Jung, et qu'est-ce que tu mettrais dedans, et c'est quoi pour toi l'ombre? Pour moi, l'ombre, c'est tout ce que nous ne vivons pas. C'est toute la partie de notre histoire que on n'accepte pas de vivre pour des raisons diverses, parce que ça n'a pas été valorisé dans notre enfance par les parents, ça ne s'est pas valorisé ensuite par la société, ou bien ça ne répond pas à certaines de nos valeurs propres, qui sont des valeurs que nous portons indépendamment des autres. Et tout ce que nous ne sommes pas d'accord de vivre, eh bien, ça se met comme ça, à l'ombre. Ma définition de l'ombre, c'est que, on le sait, l'ombre, ça n'existe pas en tant que soi, c'est l'absence de lumière. Et pour moi, la lumière, c'est l'amour. Dans les plans de la manifestation du divin, sur le plan de la conscience, c'est de la lumière, sur le plan du cœur, c'est de l'amour, et sur le plan du corps, c'est de la puissance et du plaisir. Donc, la lumière, c'est l'amour, et donc l'ombre, si l'ombre est l'absence de lumière, pour moi, l'ombre, c'est tout ce qui est absent d'amour. Tout ce que nous n'aimons pas en nous et que nous n'aimons pas autour de nous. Et donc, pour moi, la technologie qui permet d'intégrer l'ombre, ça s'appelle l'amour. Et pour moi, l'amour, c'est pas un sentiment, c'est une action. Ça, c'est une définition que j'ai reçue de Marshall Rosenberg, le père de la communication non violente. L'amour, c'est une action avant d'être un sentiment. Et cette action, c'est de vivre certaines choses, de vivre à 100% tout ce que nous sommes, incluant tous les aspects de notre être qui peut-être ne correspondent pas au masque social, ce que Jung appelait la persona, le masque social que nous mettons et qui correspond beaucoup aux attentes des autres ou à ce que nous aimerions projeter vers eux. Et en nous, il y a d'autres aspects qui sont peut-être moins reluisants, qui sont peut-être moins pimpants, qu'on n'a peut-être pas envie de montrer en public, mais qui existent. Que ce soit des parts, je ne sais pas, de nous qui portent une forme de violence, que ce soit des parts qui portent une forme de désir, d'envie, de jalousie, quoi que ce soit, ça existe. Alors, il ne s'agit pas sous prétexte que nous les portons en nous, de leur laisser libre cours, et sous prétexte qu'on aurait par exemple des impulsions de violence, de passer à l'acte et de tuer des gens. C'est pas de ça dont il est question. Quand je dis que l'ombre, c'est ce que nous ne vivons pas. Ah merde, on aurait fait. Mais on va arriver, si nous ne sommes pas authentiques, en fait, pour moi, l'ombre, elle est à la mesure de notre manque d'honnêteté avec nous-mêmes. C'est-à-dire, on le sait, quand on est au soleil, le ratio entre l'ombre et la lumière est inversement proportionnel à l'heure dans la journée et à la pique du soleil par rapport à nous. Et pour moi, c'est un petit peu ça. Quand je suis à l'aplomb de mon être, si tu as le soleil exactement au-dessus de toi, il n'y a pas d'ombre.
Donc quand je suis parfaitement alignée avec ce que je suis, l'ombre, je suis l'incarnation de ça. C'est-à-dire, quand ce que je suis ici est la pleine incarnation de mon être, dans toutes ses facettes, il n'y a pas d'ombre, parce que je suis en train de tout vivre. Ça veut dire que dans une journée, je vais être charmant, et la seconde d'après, je vais être imbuvable, et puis la seconde d'après, je vais être plein de compassion, et la seconde d'après, je vais être à chier, te dire, mais tu m'as saoulé. Et je suis d'accord d'être tous ces rayons du soleil, et j'en suis l'incarnation. Il n'y a pas d'ombre. Par contre, quand je commence à avoir le soleil devant moi, ou derrière moi, ou à droite, ou à gauche, dans les 4 directions de l'être, là, je vais commencer à avoir une idée de où est la lumière. Je vais commencer à avoir une sorte d'idéal. En langue phonétique des oiseaux, idéal, al, c'est Dieu. Hein, donc, j'aurai une idée de Dieu, je vais avoir une idée de ce qui est le bien. Et ça va être à l'extérieur de moi. Et puis, je vais commencer à essayer d'aller vers ça. Et là, à la seconde où je vais vers quelque chose et où je perds cet aplomb de ce que je suis, de plus être à l'aplomb de mon être, là, il y a l'ombre qui se crée. Qui se crée, c'est tout ce que je ne suis pas en train d'être. Tout ce que je ne suis pas en train d'accepter d'être. Tout ce que je ne suis pas en train d'aimer que je suis. Et tout ce que je cache derrière ce masque que je cherche à porter au quotidien. Et ça marche pas. Mais quand tu parles de justement le soleil est au zénith, tu parles d'un être qui pourrait être sans ombre ou tu parles d'un moment où tu es sans ombre? Je parle d'un vivant. Je parle d'être vivant. Sans ombre. Ça existe. Ça s'appelle. C'est-à-dire, si on considère que l'ombre, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose de mal dans le langage quotidien, ça semble être quelque chose qui est pas très cool, hein. Mais la réalité, c'est que l'ombre, c'est ce que nous ne voyons pas, ce que nous n'accueillons pas, et ce que nous ne vivons pas. Donc oui, bien sûr que c'est possible de vivre sans ombre. Si je sais développer une capacité à accueillir toutes les parts de mon être, si je sais développer une capacité à les inclure, à être d'accord d'être tout ce que je suis, et si je suis d'accord de l'incarner, de cesser de fuir ma réalité. Je suis ceci et je suis cela. Je suis peut-être dans un éveil spirituel incroyable et je mange du sucre. Je vais arrêter de cacher les trucs, tu comprends? Moi, c'est pour ça, par exemple, depuis des années, dans toutes mes vidéos et mes stages, je raconte toutes les conneries que je fais et ça détend les gens à un point. Et ils me disent, ah, mais ça fait tellement du bien. Mais pourquoi? Parce que je fais pas semblant d'être autre chose. Et pour moi, un chemin spirituel, un chemin vers la lumière, puisque quand on est dans la spiritualité, on parle tout le temps de ces hautes sphères, hein, l'éveil, la lumière, le machin. Mais ce faisant, on génère une ombre de ouf derrière. Parce qu'on a une idée de ce qu'on devrait être. On n'imagine pas que Bouddha fait caca. On n'imagine pas que Jésus avait des hémorroïdes. Tu vois, ce genre de truc. Il était trop jeune. On dissocie la lumière d'être humain avec tout ce que nous sommes, quoi. Alors oui, c'est possible de vivre sans ombre, l'ombre étant ce que je viens de dire dans ma définition, c'est-à-dire si l'ombre est ce que je ne vis pas, si l'ombre est ce que je n'aime pas, oui, c'est possible d'être sans ombre. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas être sans trait de caractère que nous pouvons qualifier de voilà, plus ou moins agréable à vivre pour moi ou pour les autres, mais ça n'a rien à voir. Et en plus, moi, dans mon expérience, ce que nous mettons habituellement dans l'ombre, parce que rien n'est en soi obscur ou lumineux, hein, pour moi, dans ma définition, ce que nous considérons comme étant l'ombre, c'est ce que nous avons mis à l'ombre, ce que nous mettons dans l'obscurité de notre quotidien, c'est-à-dire on ne veut pas le voir, quoi. On ne veut pas le voir, on ne veut pas être ça et on ne veut pas incarner ça. Et mon expérience, c'est que plus on fait ça, plus on cherche à aller vers la lumière, plus évidemment on va accumuler d'objets à la cave, plus on va accumuler de trucs dans l'ombre, et ça demande beaucoup de vérité envers soi, beaucoup d'authenticité envers soi-même, que de mettre au grand jour et d'oser être et incarner tout ce que nous sommes. Et moi, je trouve complètement tragique quand on cherche à aller comme ça vers une lumière qui est à l'extérieur de nous, et qui serait la même pour tous, donc on aurait un éveil qui serait le même pour tous, on aurait une manière d'être, un être spirituel ou bon, ou je ne sais quoi, qui serait le même pour tous. On perd à ce moment-là notre unicité, c'est-à-dire l'unique de notre être, il se trouve dans ce qu'on a mis à l'ombre très souvent. Mais ce qu'on a mis à l'ombre, c'était des choses qui n'étaient pas ensoleillées d'amour par les parents, par l'école, par les collègues, par la société. Donc comme les autres, quand on leur montrait ça, ils n'étaient pas en train de se bronzer au soleil de notre être, pouf, on l'a mis à l'ombre en disant « Ok, ça leur plaît pas, ils aiment pas, donc je le vire. » Sauf que la plupart du temps, ce que j'ai viré, c'est ce qui est vraiment l'unique de qui je suis.
Et ça demande beaucoup d'amour pour soi, ça demande beaucoup de force intérieure, d'oser à un moment donné faire son coming out. Et le premier coming out de l'humanité a été fait par une grande déesse au Japon qui s'appelle Amaterasu. Si le drapeau japonais a ce magnifique soleil en son centre, c'est en son honneur d'ailleurs. Et elle, la déesse du soleil, elle était partie justement se retirer dans une grotte parce que son frère, Susanoo no Mikoto, qui représentait la personnalité, n'arrêtait pas de l'embêter tout le temps. Et elle en a eu tellement marre qu'elle s'est retirée dans sa grotte. Et ce faisant, l'humanité n'avait plus de soleil. Ouais, Donc, à un moment donné, voilà, elle a osé ressortir, c'était le premier coming out, elle est sortie de sa caverne, elle est sortie de l'ombre dans laquelle elle s'était mise, et elle a osé rayonner en étant pleinement ce qu'elle était, quoi. Et donc, il n'y a plus d'ombre pour un être quand nous osons nous manifester pleinement, à 100%, dans ce que nous nous sentons être, quand bien même, comme le disait Marshall Rosenberg, quand bien même ça ne serait pas reçu comme un cadeau par les autres. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout, mais ça veut dire qu'on va se sentir concerné si notre manière de fonctionner, elle stimule les autres. Mais je veux dire, moi, je ne vais pas m'empêcher d'être l'unique de qui je suis parce que ça ne convient pas à d'autres. Tu vois, c'est comme si là, je porte un t-shirt qui a pas mal de couleurs, et puis toi, tu aimerais que le bleu, puis tu n'aimes pas les couleurs de ce côté, alors je vais reteindre mon t-shirt. Ben non. Non, je vais cacher comme ça. Je suis désolée, tu vois, je vais me mettre à l'écoute, je vais me mettre en empathie, je vais essayer de voir comment on peut s'arranger. Si on vit ensemble, ben ouais, peut-être on va faire des parties de pièces en bleu, puis d'autres en rose. Mais ça, c'est ce que je suis. Et ce que je suis, je vais pas le transformer pour l'autre. Je vais pas le mettre à l'ombre. Je vais pas aller me cacher dans une caverne parce que t'aimes pas certains rayons de la couleur de mon être, tu vois. Alors voilà, pour moi, l'ombre, ça a tout à voir avec l'amour que nous nous portons et la manière dont nous incarnons les choses. Et moins nous sommes en amour, et moins nous sommes d'accord d'incarner tout ce que nous sommes, et plus on va mettre de choses à l'ombre. Dans ta description, c'est comme si on avait le choix, en fait, de voir son ombre, ou qu'on était conscient de ce qu'il y avait dans son ombre. J'ai l'impression, est-ce qu'il n'y a pas des parties de son ombre, pour être authentique, qu'on ne voit tout simplement pas de nous-mêmes? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des tas de choses qui ont à voir très souvent avec des blessures du passé, on ne les voit pas. Mais après, la vie étant très bien faite, on a une chance extraordinaire, c'est que tout ce qu'on ne voit pas en nous, que la psychologie, la psychanalyse appelle l'inconscient, tout ce qu'on ne voit pas en nous, eh ben, on va le voir à l'extérieur. C'est-à-dire que l'extérieur va nous le montrer. Donc ça va être très simple. Toutes nos zones d'ombre, eh ben, elles vont nous être reflétées par tous les êtres qu'on ne supporte pas. Voilà. Donc, toutes choses à l'extérieur de nous qui viennent nous stimuler beaucoup, tous ces êtres, tu vois, on va être stimulés par X ou Y, tel ou tel homme politique, ou tel rockstar, ou tel je ne sais qui. Et tout ce qu'on va décrire de lui en disant, oui, alors lui, c'est un arriviste, ou lui, c'est un... En fait, ça, c'est des choses qui sont à l'ombre chez nous. Ça ne veut pas dire que je suis un arriviste, ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un qui avide de pouvoir, mais ça veut... Ou par exemple, on va dire, oui, ce type, il est tellement violent, c'est un terroriste, etc. Ça ne veut pas dire que je suis un terroriste, mais ça veut dire par contre que si je réagis aussi fort à cette vibration, à cette couleur-là de l'être humain, c'est que c'est une vibration et une couleur que j'ai mise à l'ombre. C'est-à-dire, je ne m'autorise pas ma propre violence, je ne m'autorise pas ma propre envie, je ne m'autorise pas mon élan à avoir une certaine reconnaissance sur le plan social. Et à partir du moment où j'ai interdit en moi, parce que si c'est de l'ombre, c'est que c'est voilà, c'est persona non grata. On n'accepte pas de le vivre dans le masque social du tout. Donc, après, on voit des êtres qui, eux, non seulement ils l'ont mis en lumière, mais alors ils en ont fait une valeur, quoi. C'est des enfoirés professionnels, c'est des arrivistes professionnels. Et là, mais il y a quelque chose en nous qui sont justement toutes les parts de notre être qui ont été mises comme ça dans l'ombre. Elles sont vivantes. Elles veulent être vécues. Et quand elles voient que, alors qu'elles sont à la cave, au pain sec et à l'eau depuis des décennies, il y a l'autre là-bas qui est en train de bouffer du caviar sur un yacht en étant un enfoiré, elles disent, mais moi, j'ai même pas le droit de sortir, moi j'ai un petit morceau de gâteau, mais c'est dégueulasse. Et du coup, pour attirer notre attention, elles envoient des signaux qui nous sont retraduits en jugement à l'encontre de celui qui, à l'extérieur, nous montre une image de ce que nous refoulons. Et ça, ce mécanisme, il est souvent mal compris. Tu sais, on entend beaucoup parler des gens qui disent, oui, tout est un miroir, tout nous reflète ce que nous sommes. Alors, on entend dans ce que je dis, oui, en partie, mais ça n'est pas... Je veux dire, quand je vois quelqu'un, par exemple, qui est un tueur en série ou j'en sais rien, ça ne me reflète pas, si je suis gênée par lui, que je suis un tueur en série.
Donc, la notion du miroir, elle est à modérer. Ce que ça reflète, c'est que la couleur d'être dont il parle, là en l'occurrence par exemple l'expression de la violence, si je suis complètement stimulée par quelque chose et que je le rejette, pas que je suis affectée. Tu vois, il y a une grande différence entre, tu vois, un terroriste qui vient de tuer 1000 personnes et tu es effondré. Ça, c'est très différent. Ça veut pas dire qu'en toi, c'est pas vécu. Ça veut juste dire que ton cœur, il est touché par ça parce que dans ton amour de l'être humain, dans ta compassion, tu es affecté que des gens soient tués et tu es affecté qu'il y ait un être qui soit pas assez connecté à son humanité pour que ça l'empêche de tuer d'autres êtres humains. Donc il y a une grande différence entre l'effondrement dans la tristesse et la colère et le rejet où tu vois un ennemi en face de toi. Alors dans le premier cas, c'est pas un reflet de quelque chose de ton ombre, quand tu es dans un effondrement, dans de la tristesse. Mais dès que tu es dans du rejet, dans des jugements, quand tu as une vision d'ennemi sur lui, là, tu sais qu'il y a quelque chose en toi qui est en train de réagir parce que à l'extérieur, il y a quelqu'un qui ose mettre en lumière quelque chose qui en toi est en l'ombre. Donc c'est seulement quand nous sommes dans des attitudes comme ça de colère, de rejet, où on voit un ennemi et où on a une forme d'acharnement et de tension envers lui, que c'est le signal que ce que nous voyons à l'extérieur de nous est l'incarnation d'une des modalités d'être que nous sommes en train de nous refuser à nous-mêmes. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes ça à la mesure de cet être, tu vois, mais c'est simplement la couleur. Genre, lui, il est jaune, et toi, tu as interdit le jaune dans ta vie. Alors lui, c'est un jaune puissance 100. Toi, si tu te laissais l'exprimer, tu l'exprimerais peut-être à 10 ou 15, mais il te fait quand même un reflet que tu as interdit cette couleur dans ta vie, quoi. Ça, c'est pas évident de capter la nuance, parce que là, en fin de compte, est-ce qu'il y a des émotions qui nous indiqueraient que ça parle de notre ombre, puisque tu faisais référence à, par exemple, la colère, quand de la violence, et puis la tristesse. Est-ce que on peut ressentir de la tristesse, et ça peut être aussi un indicateur d'une ombre? Et j'irais même plus loin, si je prends du côté lumineux de la force, est-ce que le fait d'être en pamoison devant quelqu'un peut être aussi un reflet de quelque chose qu'il y a dans notre ombre? Oui, tout à fait. Quand tu vas avoir une attraction ou une répulsion, c'est en lien avec ton ombre. Quand tu as juste de la tristesse, quelque chose qui pleure dans ton cœur, mais qui est, encore une fois, tu vois, ce sont les émotions. On a des émotions qui sont à l'aplomb de notre être, comme la joie et la tristesse. Ça, c'est à l'aplomb de notre être. Tu es joyeux, c'est là, tu es sur place. Tu es triste, c'est sur place. Après, tu as de l'attraction ou de la répulsion. Ça, c'est des mouvements d'avant en arrière. Donc ça, c'est des mouvements où tu te déportes en dehors du zénith, du soleil de ton être. Ça te signale qu'il y a quelque chose que tu es en train de rejeter ou que tu aimerais avoir, mais que tu ne t'autorises pas à être, en fait. Donc attraction, répulsion sont, dans mon expérience, je ne suis pas en train de décrire des vérités universelles, je te partage que ce que moi je vis. Mais c'est le principe, hein. Moi je prends juste pour alimenter ma propre vision. Après, voilà. Tout à l'heure, tu as parlé donc de caractère aussi. Par exemple, moi, je me suis au début de l'année, je me suis énervée et j'en parlais avec des personnes ici en me promenant que j'ai croisées, qui me disaient parce que je me suis mise en colère. Et elle me dit, une d'elles m'a dit, oh mais c'est normal de se mettre en colère. Comment on pourrait voir ce qui relève un peu du caractère et ce qui relève vraiment de l'ombre, d'un signal, comme quoi là, je suis en train de toucher quelque chose chez moi que je ne veux pas voir, par exemple. Pour ma part, je ne mets pas directement la colère quand elle est envers soi en regard de ce qu'on est en train d'évoquer avec l'ombre. Moi, sur la colère, j'ai vraiment la vision, j'ai pas trouvé à ce jour une meilleure vision que celle que m'a transmise Marshall Rosenberg en CNV sur la colère, qui est que la colère, c'est l'expression directe d'un besoin qui est pas du tout nourri à un instant T, et où je suis tellement en douleur en lien avec ce besoin qui n'est pas rejoint, que je fais une forme de négation de la réalité en ayant une pensée du type « ça ne devrait pas être » ou « ça devrait être » ou « il faudrait » ou « il ne faudrait pas ». Et si tu regardes à chaque fois que tu te mets en colère, donc c'est ce qu'on apprend en CNV, moi c'est la première chose que je fais, dès que je commence à me mettre en colère, voilà, typique, je donne un exemple simple. L'autre soir, on s'apprête à manger avec ma chérie, et d'un seul coup, je sens une odeur, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et elle est en train de faire cuire dans la cuisine du poulet. C'est une odeur que je ne supporte pas. Donc, on a la chance de vivre dans une grande maison, il y a 2 cuisines. Là, moi, à la seconde, je pète un câble.
je pète un câble, et comme je ne veux pas péter un câble sur ma chérie, donc je sors de la pièce, je vais dans le salon, je tire le rideau, je m'assois sur le canapé. Et là, qu'est-ce que je fais tout de suite? Je cherche quelle est ma pensée, qui, je le sais, est la cause de ma colère. La cause de ma colère, c'est pas qu'elle a fait cuire du poulet dans la cuisine, c'est que j'ai une pensée. Et tant que j'ai cette pensée, je vais être en colère après elle. Et je cherche ma pensée. Et je sais que c'est une pensée du type, elle devrait ou elle ne devrait pas. Et là, en l'occurrence, ma pensée était, elle n'aurait jamais dû cuire le poulet dans cette cuisine. Elle aurait dû le faire cuire en bas. Voilà. Donc, je trouve ma pensée. À la seconde où je trouve ma pensée, hop, ok. Je dis, ok, c'est ça qui est la cause. Maintenant, quand je me dis ça, au fond, quel besoin n'est pas rejoint chez moi? Et là, pour moi, il y en avait deux. C'était de la compréhension. Je ne comprenais pas pourquoi elle faisait ça alors qu'elle a une autre cuisine et qu'elle sait que je n'aime pas cette odeur. Donc, il y avait un besoin de compréhension. Et puis, il y avait un besoin de considération, enfin, de prise en compte. Voilà, tu ne me prends pas du tout en compte quand tu fais quelque chose qui ne va pas me faire du bien. Et ensuite, là, je reste connectée à mes deux besoins de clarté et puis de considération. Et puis, je regarde, OK, qu'est-ce que je peux faire juste là? Déjà, j'accueille ça. Puis ensuite, je regarde, qu'est-ce que je peux faire? Et sur la considération, je savais que c'était pas ça qui était en jeu parce que c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup. Donc, je sais que c'était sûrement pas qu'elle voulait pas me prendre en compte. Alors, j'ai été la voir et je lui ai tout simplement posé une question pour savoir, tiens, voilà, côté compréhension, ma chérie, tu pourrais me dire qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour venir faire cuire du poulet dans cette cuisine? Et là, elle me dit, oh, mais c'est parce que tu me manquais, j'avais envie d'être avec toi. Oh. Voilà, alors je fonds, voilà, comme toi, je fonds. Et à la seconde, je suis plus en colère. Mais si j'ai pas fait tout de suite le travail d'aller regarder quelle est la phrase qui me met en colère, ma colère aurait continué à tourner parce qu'une colère tourne toujours parce qu'il y a toujours ce type de pensée spécifique qui dit il devrait pas, ou si on est en colère après soi, j'aurais dû, j'aurais pas dû, ou je ne devrais pas. Donc, habituellement, on gère très très mal nos colères parce que on ne sait pas trouver la cause de cette colère et on ne sait pas trouver ce type de pensée et après aller regarder nos besoins. Alors là, bon, j'ai pris un exemple qui est assez simple parce que c'était avec ma chérie et donc ça fait un happy end très rapide. Après, on a des choses du quotidien qui peuvent nous mettre en colère et nous révolter et où on va découvrir que sous notre colère, on a certains besoins très très précieux, ils sont toujours précieux nos besoins de toute façon en dessous, mais je veux dire, on va découvrir que cette énergie de la colère, on va pouvoir la transformer en énergie d'action, et par exemple pour poser des actions concrètes, que ce soit dans l'écologie ou au service de l'humanité, tu vois. Il ne s'agit pas de dire on va écouter une pensée, transformer la colère, puis on va plus être en colère, on va rien faire, pas du tout. C'est simplement on va retrouver une précieuse énergie qui est au service de la vie et l'utiliser au service du vivant plutôt que de se laisser ronger par elle en boucle et d'exploser d'une manière qui va contribuer, mais pour personne. Hein. La colère, quand on la laisse fonctionner dans son mode habituel, elle contribue pas. Voilà. Mais sauf si cette colère est dirigée avec insistance contre un certain type d'individu et qu'on a une vision d'ennemi de cet individu, où là, ça serait l'expression du nombre, tu vois, de moi. Mais là, j'ai pris cet exemple-là pour montrer, voilà, on a des tas de types de colère au quotidien. Ça n'a rien à voir avec mon nombre. Je veux dire, ce qui s'est passé ce jour-là, ma colère n'est pas forcément l'expression de ça. Par contre, si j'observe que je suis en colère régulièrement contre les personnes qui font ceci ou ne font pas cela, hein, typiquement quand on va avoir les phrases « je n'aime pas les gens qui », et on va avoir de la tension et de la colère et de la rancœur envers eux, envers elles, là on peut regarder un petit peu, ok, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que ces êtres incarnent qui ne font pas partie de mes valeurs? Quel besoin ça ne rejoint pas chez moi? Et on va voir que très souvent, on va avoir les valeurs qui sont des besoins qu'on valorise. Hein. Quand ça ne rejoint pas nos valeurs, ça va vouloir aussi dire que il y a aussi chez nous, il y a des choses qu'on n'accepte pas d'incarner. Et là, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que dès qu'on n'est pas d'accord pour incarner l'ensemble de la palette des couleurs d'un être humain, même si, voilà, moi j'ai une préférence pour incarner de la bonté, de la bienveillance, de la compassion, de l'humour, plutôt que, je sais pas, tu vois, de la méchanceté envers autrui ou pas prendre soin des gens, c'est ma préférence. Mais en même temps, est-ce que je peux m'autoriser par moment juste à m'énerver? Est-ce que je peux m'autoriser à faire des trucs qui peuvent sembler incohérents? Tu vois, est-ce que je peux m'autoriser à être tout ce que je suis? Sinon, je vais passer ma vie à essayer de ressembler, encore une fois, à ce persona, à ce masque dont parlait Jung, et où moi-même, finalement, je m'emprisonne dans un masque de fer qui s'écrirait F-A-I-R-E,
et qui, pour le coup, à l'époque, comme à l'image de ce jumeau royal, raconte le mythe, là, dans la légende du masque de fer, dont on dit qu'il était le jumeau du roi. Mais si le roi représentait le soleil de mon être qui se met en lumière, ce masque de fer, F-A-I-R-E, qu'on se met, c'est je m'oblige à faire certaines choses qui correspondent à ce que je veux être. Mais j'accepte pas d'être ce que je suis, en fait. Et donc, pour moi, voilà, à chaque fois qu'on va faire ça, justement, c'était en lien avec le roi soleil. À l'époque, on va pas s'autoriser à être ce roi soleil de notre être, à être cet être solaire, puis à rayonner tout ce que nous sommes dans toutes les couleurs de notre être, que ce soit celle qu'on privilégie ou celle qu'on aime un peu moins. Mais tout ça, c'est nous. Et en plus, l'unique de qui nous sommes est composé de toutes ces couleurs. Tu vois, c'est comme si on disait, OK, Isa, c'est l'assemblage de toutes ces couleurs et tous ces dégradés. Si j'enlève une seule couleur, c'est plus moi. Et si je suis dans une société qui privilégie le bleu, par exemple, et que moi je vais m'empêcher toutes les autres couleurs, je suis plus moi, en fait. Donc c'est ça l'ombre. L'ombre, c'est quand on a mis loin de nous ce qui, au final, est l'unique de qui nous sommes. Et ça, je trouve que c'est toujours tragique. En t'écoutant, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une notion, d'ailleurs que je trouve dans la sphère du développement personnel et même de la spiritualité, une notion de contrôle. Alors il y a le jugement et puis il y a cette chose. En fin de compte, est-ce qu'il faut pas accepter de lâcher le contrôle ou de... Mais en même temps, comme tu as dit, tu préfères être dans ce qui est vu dans notre société comme des valeurs positives. Donc c'est quand même on est sur un fil, quoi. C'est-à-dire, c'est important de pouvoir faire confiance en notre nature. La nature fondamentale de l'être humain, c'est une nature qui est bienveillante parce que nous sommes la vie en train de se manifester sous toutes ses formes. Donc, dans ce que nous sommes, dans notre nature originelle, on ne peut que avoir envie d'être aimant et bienveillant envers ce qui nous entoure, pour autant que nous soyons assez connectés à la nature profonde de notre être. Je veux dire, si tu es en lien avec la réalité qui est que nous sommes un, que c'est un seul être en train de se manifester à travers des milliards d'individus sur ce petit morceau de poussière qui se balade dans un espace qui est d'une dimension incroyable, mais on est un, tout ça c'est un. Donc quand tu es connecté à ça, quand tu sens tout autour de toi comme étant familier au sens étymologique, que tout est ta famille, que les autres, quand on dit c'est des frères, c'est des sœurs, c'est pas un mot en l'air, c'est vrai. Que tout ce qui existe, je suis lié avec lui. À ce moment-là, dans cette vision et dans cette perception directe, quasi physique de l'interdépendance de tout ce qui est, c'est complètement naturel d'être bienveillant, c'est complètement naturel de vouloir prendre soin. Ça n'est pas parce que la société valorise la bienveillance que je suis bienveillant. Quand je dis moi j'ai une tendance à avoir envie d'être plutôt bienveillant, plutôt dans la compassion, c'est pas parce que c'est les valeurs de la société. C'est moi je suis né comme ça et puis j'ai eu la chance de pas avoir trop de blessures d'enfance, d'être dans une famille qui a toujours été bienveillante avec moi et d'avoir pas mal de soutien dans la vie qui ont fait que j'ai pu avoir assez de ressources pour pouvoir moi-même d'ailleurs devenir une personne ressource pour les autres parce que j'avais pas passé déjà toute ma vie à guérir de mes blessures. Donc assez naturellement nous sommes bienveillants. Donc, on peut bien sûr chercher à se mettre un masque social de bienveillance parce que la société valorise ça, mais après, en même temps, bon, quand on regarde la société, qu'est-ce qui se passe ? C'est assez schizophrénant, je veux dire. D'un côté, la société met des lois, etc., pour dire il faut pas faire ça, il faut pas voler, il faut pas tuer, enfin des grandes règles assez claires, où on nous incite plutôt à fonctionner d'une certaine manière qui prend en compte les autres. Mais après, par ailleurs, on est dans une société capitaliste et c'est la foire aux enfoirés, là. Là, Et là, on est dans la loi du c'est le meilleur qui gagne, c'est le plus fort qui l'emporte, il faut être le meilleur. Donc, d'un côté, on nous a mis des règles, quand même, des conventions sociales pour vivre en groupe, bon, où on préserve le plus gros des trucs, tu vois. On est avec, dans les 10 commandements, on est dans les premiers. Tu ne voleras point, tu ne tueras point. Voilà. Après, pour tout le reste, on a lâché tout le reste. Tu ne convoiteras pas ceci. Ça c'est passé à l'ouest. Alors que ces 10 paroles, le décalogue, ça s'appelait pas commandement à l'époque. En hébreu, c'était vraiment les 10 paroles. Ça nous disait, voilà comment, si vous voulez fonctionner comme les êtres divins que vous êtes, voilà comment c'est bon de fonctionner. Si vous fonctionnez autrement, vous allez perdre ce que vous êtes. Et dans ces 10 commandements, il y avait effectivement, ne convoite pas autre chose, ne sois pas dans de l'envie, ne sois pas dans essayer de prendre aux autres. Et notre société capitaliste passe son temps à faire ça,
à regarder comment on peut gagner sur l'autre, comment on peut être le meilleur, comment on a créé une société de compétitivité où il y a l'interdépendance, on s'en tape. On sait les ravages que fait l'humanité au niveau de l'écologie, etc. Les conséquences maintenant qu'on a avec les virus, les machins, la manière dont on gère tout ça en ayant perdu toute vision holistique de la santé de l'être humain. Enfin bref, on est complètement à l'ouest de notre être. Donc ça justement, c'est phénomène de groupe dans l'humanité et je trouve que l'environnement est un bon exemple. Est-ce que le fait de pas vouloir, parce qu'il y a quand même un aveuglement, de pas vouloir voir que notre environnement et nous, tout ça ne fait qu'un d'ailleurs. Hein, je veux dire, on est interdépendants tous les uns des autres. Et le fait de le détruire, ce qui est nous, en tout cas, ce qui fait que l'on vit, ce qui fait que la vie est. Est-ce que ça, c'est pas une ombre de l'humanité? Alors, on pourrait dire que c'est une ombre dans la mesure... Enfin, si on prenait comme définition de l'ombre ce que l'on ne voit pas. Moi, j'ai pris comme définition de l'ombre ce que je ne vis pas et ce que je n'aime pas. Mais en tout cas, oui, pour moi, j'appelle plutôt ça un angle mort. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et on le voit pas parce qu'on n'est plus... On vit dans une société qui est virtuelle, de plus en plus. On est avec des écrans, les gens passent leur journée sur leur téléphone, c'est devenu une extension de l'être humain, le téléphone, on voit tout le monde, c'est affolant. Dans la rue, dès que tu t'assois quelque part dans un métro, n'importe où, un arrêt de bus, tout le monde est avec son téléphone. Les gens au restaurant sont 2 à table, ils sont sur leur téléphone. Donc on est de plus en plus dans un monde virtuel dans lequel il est facile de s'en foutre finalement de l'humanité, de l'écologie, parce qu'on n'est plus connecté. Moi, j'ai vécu pendant 42 ans à Nice, par exemple. J'étais dans une ville énorme, je vivais en centre-ville. C'était très facile d'être coupé de la nature. Par exemple, quand toute la journée, tu vois que des rues, des buildings, voilà. Depuis que je suis en Suisse, c'est complètement différent, parce que depuis que je suis en Suisse, hormis les grandes villes comme Genève ou autres, mais moi j'ai toujours vécu dans des petits patelins, et encore maintenant. Donc là, au moment où je te parle, quand je tourne la tête, là, je suis au milieu, il y a des champs, il y a un paysan là-bas avec son tracteur, il y a une vache dans le coin, enfin... Je veux dire, là, quand tu es plus proche comme ça de la nature, tu vois ce qui se passe, tu vois les saisons, tu es plus en contact, tu vois que ça a un impact. Quand tu as un jardin, tu vois très bien quand tu mets certains produits ce que ça fait aux plantes, quand tu as des animaux, tu vois comment ils réagissent avec certains produits qu'on met dans la nature, etc. Donc, on a une société dans laquelle le développement industriel depuis 200 ans en 200 ans, complètement ravagé la planète. On s'est complètement trompé d'orientation. En fait, on a fait quelque chose qui à la base était pour soutenir l'humanité, parce que c'est vrai qu'à l'époque c'était quand même il y avait des formes d'esclavage pour travailler la terre. Enfin, c'était rude, hein. Je veux dire, c'était quand même rude. Alors c'était génial finalement de donner du soutien à l'homme, de créer des machines, etc. Mais après, on s'est fait embarquer dans une logique capitaliste de toujours plus, alors que les ressources ne sont pas exponentielles. Et on est parti comme ça dans une croissance exponentielle, et comme si la Terre avait des ressources inépuisables, ce qui n'est pas le cas. Sauf que tout ça nous fait vivre une certaine forme de confort. Et là où il y a un aveuglement, et qui lui, par contre, il est assez... L'aveuglement n'est pas conscient, mais je veux dire, le choix, oui. Je veux dire, si on te disait, voilà, pour que toute l'humanité ait à manger, par exemple, ou ait un lieu de vie décent, eh ben, il faut que tu vives dans un studio. Il faudrait que tout le monde vive dans un studio. Si tout le monde vivait dans un studio, il n'y aurait plus une seule personne sur Terre qui est dehors. Et puis, si tu avais 2 repas par jour au lieu de 3 et tu ne manges pas de viande, toute l'humanité aurait à manger. Est-ce que tu es d'accord ? Bon, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains des pays capitalistes qui vont répondre « Oui, je suis d'accord pour baisser mon niveau de vie pour que l'ensemble de l'humanité ait la même chose. » On s'est beaucoup habitué à du confort dans nos sociétés. Et je trouve ça assez paradoxal parce que c'est dans nos sociétés, évidemment, quand on a un niveau de vie assez élevé, qu'on a le loisir, dans tous les sens du terme, de faire du développement de personnel et de s'intéresser à certaines choses. Et donc, c'est celles et ceux qui finalement en ont le plus les moyens qui font ce qu'un de mes guides appelle du tourisme spirituel, c'est-à-dire on va faire de la spiritualité comme une autre activité un petit peu pour se détendre, mais est-ce que ça nous conduit vraiment à faire des choses concrètes qui participent à un changement concret
pour l'humanité, pour la Terre, pour tout ça, ou pas? Et la réponse est souvent ou pas. Et là, oui, on est dans une forme d'aveuglement, mais pour moi, c'est pas de l'ombre, parce que c'est pas quelque chose que je ne veux pas vivre ou que je ne valorise pas, c'est juste quelque chose que je vois juste pas. C'est un angle mort, hein, comme en voiture. Et c'est pour ça que moi j'aime bien la notion de guide spirituel ou autre, qui sont des rétroviseurs qui nous permettent de voir les angles qu'on ne voit pas dans notre quotidien. Écoute, j'ai une nouvelle vision. Alors hier j'ai parlé avec Ghislaine qui avait une vision très différente de la tienne, donc c'est hyper riche cette petite balade entre vous. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu voudrais rajouter ou qui te semble important? Peut-être la notion que vraiment dans cette zone de ce qui est pour moi l'ombre, hein, qui est cet espace intérieur dans lequel je mets tout ce que je n'aime pas de moi et tout ce que je n'aime pas vivre, avoir cette conscience que c'est vraiment dans cette zone-là qu'il y a mon trésor, qu'il y a le trésor de qui je suis vraiment, et que ça vaut vraiment le coup d'avoir cette conscience que, en particulier pour des personnes qui sont dans des chemins d'éveil spirituel, qui cherchent l'éveil, j'ai beaucoup de questions ces temps-ci de personnes qui ont comme une vision que s'éveiller, faire un avec le tout, c'est comme se disparaître, et puis il n'y a plus moi, il n'y a plus l'individu. Et moi, dans ma perception, plus je fais un, plus j'entre justement dans cette communion avec le tout, plus il y a cette invitation à l'individuation, plus il y a qui était chère à Jung d'ailleurs, plus il y a cette invitation à incarner pleinement et à manifester pleinement qui je suis. Et pour pouvoir manifester pleinement qui je suis, ça demande vraiment que j'aille voir à la cave, visiter et rencontrer toutes les couleurs, tous les coloris de mon être que je valorise pas au quotidien, que je ne m'autorise pas au quotidien. Donc voilà, pour moi, l'invitation actuellement, ça serait d'aller regarder, si je le vois pas directement en moi, on peut se poser la question directement, et des fois on voit certaines choses. Quelle couleur de mon être je ne valorise pas? Quelles couleurs de l'être humain n'ont pas été valorisées par ma famille, par mon entourage? Quelles couleurs j'ai déjà peut-être un peu mises à côté? Et puis, si ça suffit pas, on va ensuite regarder, ok, quelles sont les couleurs qui me dérangent vraiment quand je les vois en face de moi, et regarder pourquoi en moi elles sont complètement interdites. Et là, on va toujours trouver. Oula, Et là, tout a explosé. J'ai lâché mon écouteur. Je sais plus où il était, c'était le droit. Et là, on n'entend plus rien. Voilà. Et là, je vais lâcher complètement à ce moment-là tout ce qui était le précieux de qui je suis. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est important, particulièrement dans ce qu'on vit à l'heure actuelle, dans cette phase de l'humanité où, pour moi, il y a vraiment une floraison des individus qui est à mettre en œuvre. Et pour que nous puissions être pleinement qui nous sommes, ça nous demande d'aller faire cette rencontre d'amour et de mettre en lumière tout ce que beaucoup d'entre nous ont mis dans l'ombre. Sinon, on va la voir continuer à grandir à l'extérieur de nous et on va la combattre. Et ça, c'est pas le bon combat de faire ça. D'aller combattre à l'extérieur de nous des choses qui sont à l'ombre en nous. Si on veut avoir du pouvoir, parce que souvent actuellement on dit ouais mais on n'a pas les pouvoirs, comment veux-tu faire? Ils sont trop nombreux, ils sont trop puissants, etc. Mais si tous les êtres qui sont dans des chemins spirituels rencontraient en eux actuellement tout ce qui n'est pas mis en lumière, mais il y aurait quelque chose d'extraordinaire qui se passerait sur la planète. Si on osait tous être pleinement qui nous sommes et ne plus donner à qui que ce soit le pouvoir de faire taire ce que nous sommes. Si tous les êtres actuellement allaient rencontrer tout ce qui est de l'ombre, tout ce qui est mis à l'ombre en eux, le mettaient en lumière et ne donnaient plus à qui que ce soit le pouvoir de les faire taire, il y a beaucoup de choses qui changeraient, et assez rapidement, sur cette planète. C'est en tout cas ce que je crois. L'effet aussi, c'est quand justement c'est dans notre ombre, par exemple, parce que notre famille n'accepte pas certaines parties de qui nous sommes, on peut aussi passer par un moment de tumulte et de rejet. Donc c'est pour toi, tu vois quel changement? C'est-à-dire, je pense que c'est ça aussi qui fait peur dans le fait d'exprimer des parties de soi. Bien sûr, on a peur du rejet. Je veux dire, la base,
Et c'est ça, c'est dès l'enfance, hein, c'est qu'un enfant n'a absolument pas les moyens d'être rejeté par ses parents. Parce que très physiologiquement, déjà, dès le début, un bébé, s'il n'est pas nourri, il meurt. Enfin, on n'est pas autonome quand on est petit. Mm, Donc, on est très, très attentif à qu'est-ce qui fait qu'on me donne les ressources dont j'ai besoin ou pas. Qu'est-ce qui fait au début qu'on me donne des ressources physiologiques et puis, tout aussi important, des ressources d'amour, des ressources affectives. Et pour l'enfant, des études ont été faites aux USA. Je veux dire, on peut priver des enfants très jeunes de nourriture et de boire. Ils peuvent survivre, mais s'ils sont privés de câlins pendant plusieurs jours, mais juste ils meurent, quoi. Donc, en tant que le petit humain que nous sommes, ne peut pas manquer d'amour quand il est enfant. Et c'est là très tôt qu'on imprime que, ok, il faut être plutôt comme ci, il faut être plutôt comme mm, ça. Donc, très souvent, dans les chemins que nous allons devoir emprunter, il va y avoir des chemins où il va falloir mettre des intersections entre des voies spirituelles et des voies thérapeutiques. Parce qu'on ne peut pas juste comme ça aller vers la lumière, et ne pas voir qu'il y a toutes ces zones d'ombre dans lesquelles attendent des tas de petits et de petites en nous qu'on a exilés parce qu'on n'en veut plus, parce qu'ils n'étaient pas aimés par les parents, par je ne sais qui de notre famille ou de la société, et on va avoir à aller les rechercher. Et là, je veux dire, tu peux passer ta vie en méditation ou à faire je ne sais quelle pratique spirituelle qui sont merveilleuses en soi. C'est pas ça qui va te faire aller rencontrer ces êtres-là, ces parts de toi qui sont à mm. l'intérieur, parce que ça, c'est un parcours de relation, de connexion à l'intérieur de ton être. Et voilà, dans nos contrées, on appelle ça plutôt un parcours thérapeutique. Donc c'est pour ça que moi, depuis des années, avec l'approche de la communication que j'avais modélisée, je prônais vraiment des cheminements qui marient cette approche spirituelle qui se fait vraiment dans la verticale de l'être avec des approches relationnelles, intégratives et thérapeutiques internes qui nous permettent justement d'aller réintégrer les multiples aspects intérieurs de notre être pour qu'on puisse après rayonner. Parce que qu'est-ce qui fait que je vais accepter qu'un gouvernement me dicte quoi faire, par exemple, là, depuis un an? Pourquoi j'accepte ça de l'extérieur? Pourquoi je me soumets à une autorité extérieure comme ça? Mais il n'y a aucun être qui est libre intérieurement et qui est en paix avec toutes ses parts qui accepte d'être soumis. C'est des petits qui acceptent d'être soumis, qui ont peur intérieurement de papa-maman, ou même s'ils n'en ont peur, ils n'ont pas peur, qui ont besoin de faire confiance en fait à papa, maman qui sont représentés par les gouvernements ou les médecins, etc. Enfin, tout ce qui représente l'autorité, ça c'est des petits en nous qui n'ont pas assez de sécurité et de confiance en eux-mêmes et qui du coup remettent leur confiance dans des grands à l'extérieur et pour qui ça serait trop déstabilisant si comment? Mais alors si les gouvernements étaient des enfoirés, ah bon, ils veulent pas notre bien, ils veulent pas le bien du peuple. Ah bon, ce serait pour l'argent, il y aurait des histoires de pouvoir. Non, c'est pas possible, papa et maman sont des gentils. Tu vois, donc là, je veux dire, on a une société qui n'est actuellement pas très mature en termes de développement personnel, en termes de développement intérieur. Et c'est pour ça que si celles et ceux qui, eux, ont un petit peu plus de maturité intérieure parce qu'ils ont fait un travail sur eux, parce qu'ils ont été rencontrés, ces petits, ces petites, et qui sont capables justement d'être capables voilà, d'exercer un petit peu plus d'expression directe de leur être et de ne pas se soumettre, si ces êtres-là sont encore limités par certaines de leurs parts qu'ils laissent dans l'ombre, ben, ça va être un peu compliqué que quelque chose bouge actuellement. Donc c'est pour ça que je me dis, voilà, on peut faire deux choses en ce moment. On peut diffuser un maximum d'informations au plus grand nombre sur pas mal de trucs, et on peut inviter toutes celles et ceux qui sont déjà conscients de beaucoup de choses à oser rencontrer encore plus tous ces aspects-là d'eux qui n'osent pas mettre en lumière et les vivre pleinement. Et là, je me dis qu'il y Allons-y. aura... Ouais, Allons-y, allez, Léonore. on y va. Puis, bon, en que le là, c'est parti. Et je fais le vœu, en tout cas, que ce qu'on partage là aujourd'hui, avec les interviews que tu fais en ce moment, bah, que ça puisse y contribuer à sa mesure. Bah, il va y en avoir 4, hein, parce que je me lance. Je crois aussi que dans la vie, je vis comme toi, je vis en Bretagne, je vis sur le bord de l'océan, donc je suis pas tout le temps avec mon portable. Mes amis sont pas tout le temps avec leur portable. Et là, j'ai des grands projets dans le faire. Et c'est ça qui va beaucoup m'occuper. 2020 était une grande libération dans ma vie. En tout cas, je ressens comme une grande libération. Donc on va voir. Mais j'avais envie de traiter ce sujet de l'ombre qui, en tout cas moi, quand je me suis penchée dessus, m'a encore plus libérée de certaines choses. Et je me dis, tiens, ce serait chouette de voir ce que des personnes comme toi peuvent donner encore comme
tu vois, comme point de vue sur le sujet. Et je suis enchantée, il faut bien le dire. Écoute, ravi si ça contribue à la fois pour toi et puis pour celles et ceux qui Voilà, pourront après écouter de nos le échanges. partager, c'est super parce que ça permet à chacun, et d'ailleurs j'invite les gens qui vont regarder ça à mettre oui, leur vision, leur expérience sur le sujet, parce que finalement, en tout cas dans mon approche de la vie, c'est pour moi il n'y a pas de vérité, et donc c'est vrai que d'aller voir comment les autres regardent la vie te donne des petits indices pour construire aussi ta manière d'être au monde, quoi. Donc, merci de participer à construire ma manière d'être au monde. Avec joie. Merci Johanna pour l'invitation et ton Et je te ouverture souhaite aussi à t'inspirer comme ça des couleurs d'autrui pour prendre des touches pour ta propre palette. Hein. pour le t-shirt là, c'est Ah une oui? des couleurs de toi. D'ailleurs, j'avais le souvenir, souvent t'étais en uni avant. Oui, oui, ben oui. Il y a une époque de Tu ma as, vie où je valorisais plutôt certains aspects que d'autres. Voilà. Et je crois que je peux d'autant mieux en parler maintenant, toute cette dimension de l'ombre et tout ça, que ouais, j'ai beaucoup été rencontrer toutes ces zones-là et je m'autorise beaucoup plus à tout exprimer de ce que je suis, quoi, pleinement. j'invite d'ailleurs aussi les gens qui vont regarder ça, qui ne te connaissent pas, à aller voir, parce que tu fais beaucoup de vidéos toi sur YouTube. Ouais, si on appelle ça, ouais, je sais plus, sur ma chaîne, il y a plus de 500, je crois que je suis à 560 vidéos sur ma chaîne YouTube, ouais. Donc, Ouais. et c'est quand on te trouve Isa Padovani Oui, oui, sur ou YouTube, tu ok. tapes Isa Je, Padovani ou communication, et je le mets et en tu me trouves lien sous la directement. vidéo. Super. Merci Isa. Merci à toi, Johanna, merci Très belle beaucoup. journée. À toi aussi, au revoir. Maintenant, je suis curieuse de vous lire. Si vous pouviez laisser en commentaire ce que cet entretien vous a apporté, ce qu'il a éclairé, ou bien même, si vous-même vous êtes déjà penché sur ce sujet de l'ombre, vous avez peut-être des apports à m'amener à moi et à tous ceux qui pourront le lire. La semaine prochaine, on retrouve Daniel Morel pour un long entretien. Pour ma part, je ferai une synthèse de ce que ces différentes discussions ont amené dans ma propre vision dans le 5e épisode de cette série. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se retrouve bientôt pour la suite de cette exploration de ce qu'est l'ombre, nos ombres individuelles et collectives. Bonne semaine!